Bien le bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la dénonciation d'une injustice, un projet de spoliation de terres dans le nord du pays. Selon Enda Pronat, des industriels étrangers en profiteraient au détriment des nationaux. La série d'accidents tragiques de ces derniers jours lève le voile sur un sous-équipement choquant des établissements hospitaliers au Sénégal. Les syndicalistes prennent le mégaphone pour une solution rapide. Lutte contre la tricherie, l'office du bac serre la vis. Certains candidats n'iront pas jusqu'au bout de l'examen, ce pour avoir été pris avec des téléphones mobiles proscrits en salle. Bienvenue à tous. D'abord, cette dernière au sujet de la mairie de Guédiawaye. La Cour suprême a tranché ce jeudi. Cheikh Sarr a été rétabli dans ses fonctions de maire de la localité. Son élection, je le rappelle, souffrait d'un recours déposé par un conseil municipal pour le non-respect, selon lui, de la procédure normale. Des terres du nord du Sénégal sous la menace d'une spoliation. Enda Pronat, qui l'indique, précise que le projet serait en faveur d'industriels étrangers. L'organisation non gouvernementale a rencontré la presse aujourd'hui pour dénoncer le plan qui léserait des industriels nationaux. Le coordonnateur, plutôt la coordonnatrice de Enda Pronat, au micro de Ibou Cissé. Ce phénomène d'accaparement des terres est de prendre de bonnes décisions. Ne pas précipiter les choses, aller tout doucement, d'arrêter, le temps de réfléchir et le temps aussi de réorganiser une réforme foncière qui sécurise ces populations rurales. Et pourquoi on rebondit aujourd'hui? Parce que le projet de Fanaye, auquel les populations se sont opposées, aujourd'hui est en train d'être délocalisé dans une zone d'élevage. Et quand même, l'élevage est une partie très forte de notre économie. Donc on ne peut pas les jeter comme ça pour dire que la société va fournir de l'aliment de bétail. Mais quand même, je crois que le bétail qu'on a, je ne dis pas que le tournesol ne va pas produire de l'alimentation, mais pour l'immédiat, ces gens-là ont besoin de rester dans leur zone. Et nous voulons vraiment attirer l'attention de ce gouvernement-là. Un choc peut en cacher un autre. Les drames de la circulation routière dévoilent un sous-équipement assez effrayant des établissements hospitaliers du Sénégal. Il est inconcevable que des vies soient arrachées alors qu'ils auraient pu être sauvés. Il aurait suffi d'un investissement en matériel accessible. Pour ce faire, c'est la position des syndicalistes du secteur qui signalent l'urgence à l'État du Sénégal. Mor Kharma et Chérif Dia. Les accidents de la route font au Sénégal. Malheureusement, aucun hôpital n'est en mesure de les prendre en charge correctement à cause de la vétusté de leur plateau technique, regrettent les syndicalistes de la santé. Il n'y a aucune structure sanitaire qui peut accueillir 30 malades d'urgence tout de suite, accidentés. Non, ça n'existe pas. Si je donne l'exemple de l'hôpital de Ziguinchor, ils ont 288 millions par an dans une région en guerre. C'est grave. L'évacuation des accidentés de la route fait défaut, leur prise en charge aussi, d'où l'urgence de revoir la carte hospitalière du Sénégal. Les accidentés meurent parfois par hémorragie. C'est-à-dire c'est une perte de sang qui les tue. Ce n'est pas par le choc ou autre. Parce que c'est au moment où le malade doit être évacué, le malade aura déjà perdu beaucoup de sang et malheureusement tombe victime. Or, on peut créer un pôle dans un centre comme Diamniadio. Par exemple, moi, je n'aurais pas compris que l'État, c'est bon pour la pédiatrie, pour les enfants. Par exemple, l'hôpital qu'on a construit là-bas pour la pédiatrie, ce n'est pas une zone habitée. Pour la pédiatrie, c'est des enfants. Vous pensez qu'une maman qui habite à Pékin ou bien à Dakar va prendre son enfant jusqu'à l'amener à Diamniadio? Alors que c'est une zone où on devrait mettre un centre de traumatologie ou d'orthopédie parce qu'on évacue les malades. Aujourd'hui, il y a des zones, si vous faites des accidents là-bas, il n'y aura pas d'ambulance pour vous évacuer. Ça, c'est grave. Autre gravité relevée par les syndicalistes de la santé, le déficit du personnel soignant, notamment les kinésithérapeutes et les rééducateurs. Ils sont incontournables dans la prise en charge des victimes d'accidents de la route. D'ailleurs, même pour le domaine de la rééducation,
et de la réadaptation fonctionnelle. Actuellement, pour les rééducateurs en tant que kiné, au maximum, nous ne faisons pas 70. Et c'est ça, c'était le dernier recensement, oui, au Sénégal. Et ça, c'était le dernier recensement. Entre-temps, il y a eu des gens qui sont partis à la retraite. Donc le système de santé mérite d'être soutenu financièrement. Et ça, seul le président de la République peut le faire. Et je lance un appel aussi à ces députés qui viennent d'être élus, de travailler très rapidement sur les urgences de nos hôpitaux. Il y a problème dans nos hôpitaux. Estimé à seulement 107 milliards de francs CFA, le budget du ministère de la Santé est jugé trop insuffisant pour résoudre la lancinante question du sous-équipement des hôpitaux. Des hôpitaux parfois dépassés par le nombre de victimes d'accidents à prendre en charge. Chérif Dia, et puis la gangrène semble gagner le corps de tout le système médical dans ce pays. À l'hôpital Abass Ndao, les travailleurs affiliés à la FGTS réclament la tête du directeur de cet établissement. Le syndicat estime que le docteur Youssouf Ndiaye a atteint ses limites dans la recherche de solutions à leurs problèmes. Les arrêts de salaire s'accumulent, mais également il y a la dette sociale. Écoutez ce sujet de Mardieng et Dissa Prera. Le torchon brûle entre un des syndicats de l'hôpital et la direction de la structure et pour cause une dette sociale dont même les deux parties ignorent le montant est à la base de ce différend. Le plan d'action qu'on avait suspendu donc, est réactivé à partir d'aujourd'hui par rapport à la question de la dette sociale qui concerne les travailleurs de l'hôpital Abass Ndao, dette sociale qui tourne autour du paiement de la hausse intervenue sur les points indiciaires depuis octobre 2007, du paiement des arriérés des primes de responsabilité, du paiement des primes de transport, des arriérés des primes de transport, n'est-ce pas, et d'autres charges qui sont là. Au niveau de l'administration, le discours est tout autre. Le directeur reconnaît que l'hôpital leur doit de l'argent, mais estime que ce n'est pas à lui de les payer. C'est des dettes qui ont été accumulées anciennement. Je ne m'interroge pas sur la pertinence ou la réalité ou la structure de la dette. C'est une dette que l'hôpital leur doit, semble-t-il. Mais moi, quand j'ai pris service, je n'ai pas accumulé de dettes au cours de mon magistère. Alors, moi, je pense que moi, personnellement, je ne leur dois rien. Pour mettre la pression sur l'administration, les syndicalistes ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Donc nous estimons aujourd'hui que l'actuelle direction étant incapable de répondre à la régularisation de la dette sociale, à partir d'aujourd'hui, les travailleurs de l'hôpital Abass Ndao affiliés à notre organisation et d'autres organisations se joindront à nous pour que nous reprenions la lutte. Et qui commence dès demain par un sitting. Dès demain matin, nous démarrons par un sitting et par un dépôt d'un préavis de grève. Donc les choses commencent demain. Dette sociale, gestion gabégique et nébuleuse, recrutement abusif, tels sont entre autres maux dont souffre Abass Ndao, selon les syndicalistes qui veulent maintenant siffler la fin de la récréation. À Sédhiou, le secteur de la santé risque une paralysie, une menace de grève pour dénoncer l'affectation jugée arbitraire d'une sage-femme, également la suspension de son salaire, des actes attribués au médecin-chef et au préfet de Bunkiling dans le Pakao. Thierno Laurent Mendy, Bakary Konté. Le syndicat national des travailleurs de la santé de la région de Sédhiou menace d'aller en grève et procéder à la rétention des données suite à l'affectation d'une sage-femme et la coupure de son salaire. Ce qui s'est passé réellement, c'est que notre camarade sage-femme d'État, la semaine passée, elle nous a fait savoir que son salaire a été coupé. Donc on s'est dit que là, c'est parce que c'est un différend qui existait bien avant. Et depuis lors, on était en train de voir comment régler ce problème au niveau de la région. Elle s'est réveillée un bon matin, son salaire est coupé. Et je vous ai montré tout à l'heure tous les papiers administratifs dont elle a à son encontre, au moins pour que demain, si on va rencontrer les autorités, on va leur montrer tous ces papiers pour leur montrer que son salaire a été coupé d'une façon injuste. Il pense que le médecin-chef de Bunkiling et le préfet sont en complicité pour éliminer la sage-femme. Parce qu'elle était au niveau du centre de santé de Bunkiling. Elle a été affectée au niveau du poste de santé de Tankon d'une façon arbitraire. Nous, en tant que syndicalistes, on a dénoncé ça. Et au même moment où on était en train de négocier avec l'autorité médicale de la région, le préfet a
mener des tractations pour couper son salaire. Nous dénonçons une complicité entre le médecin-chef du district de Bounkiling et le préfet de Bounkiling. Ce qu'on va faire, on va déposer un préavis de grève. En même temps, on va faire la rétention des données. Joint au téléphone, Dr Kali, le médecin-chef du district sanitaire de Bounkiling, déclare que la sage-femme empêche le bon fonctionnement de la structure car elle est toujours en conflit avec ses collègues. Et puis Bakary Konté, cet avertissement des spécialistes en biologie et en nutrition, l'anémie qui devient un problème de santé publique au Sénégal, l'anémie, la carence soutenue en fer, en zinc et en vitamine A, population cible les femmes en âge de procréer les 15-49 ans et les enfants entre 12 et 59 mois. Les experts ont dévoilé ce matin les résultats de cette étude sur la question. Atanarba et Daniel Diouf étaient sur place. L'étude a été réalisée par le laboratoire de nutrition de la Faculté des sciences et techniques de l'UCAD et des partenaires. Elle met en relief un mauvais état général de santé lié à la faible présence de micronutriments dans les aliments consommés. Chez les enfants, par exemple, plus de 80% des enfants au Sénégal âgés de 1 an à 5 ans, à 3 ans, à 5 ans étaient carencés donc en fer, ce qui est considérable si on connaît les répercussions donc de la carence en fer donc sur la santé et le développement des enfants. Chez les femmes également, les prévalences de carence en fer donc sont extrêmement importantes, touchées près de 39% des femmes. Le taux de prévalence chez les enfants de 12 à 59 mois et les femmes de 15 à 49 ans est inquiétant. 47% chez les femmes et 66% chez les enfants. Un véritable problème de santé publique. Je crois que les carences de micronutriments dans notre pays ne constituent pas seulement un problème de santé publique, ils constituent un problème de santé publique grave. Parce que le nombre de personnes qui sont affectées et touchées par ces carences, que nous appelons encore les manifestations de la faim invisible, parce que c'est une forme de faim, bon, mais qu'on ne voit pas a priori, donc sont énormes, dépassent largement les seuils qui disent qu'on a un problème de santé publique lorsqu'on dépasse plus de 40%, lorsque plus de 40% d'une population est affectée par des carences en micronutriments. Donc il est clair que c'est un problème de santé publique grave. Pour prévenir et lutter contre les carences en micronutriments, les spécialistes recommandent entre autres un changement dans les habitudes alimentaires. Parce que dans le cadre de cette lutte, il y a à plusieurs niveaux. Il y a des choses, c'est les politiques qui sont mises en place par le gouvernement en matière de lutte contre les carences en micronutriments. Donc, il y a aussi la lutte contre les infections, il y a également la question de l'accès aux denrées alimentaires qui sont sources de vitamines, sources de minéraux, en particulier les produits d'origine animale tels que la viande ou bien le poisson. Mais également, il faut assurer un nombre de repas suffisant aux enfants et aux femmes pour lutter contre ces carences en micronutriments. L'étude sur le mauvais état général de santé chez les enfants et les femmes en état de procréation a été réalisée en mai et juin 2010. Ces résultats interviennent au moment où la FAO rend public un chiffre inquiétant, 135 000 personnes exposées à la famine au Sénégal. Daniel Diouf, merci. Lutte contre la tricherie, nous sommes à l'école. L'Office du bac a mis un bon coup de tournevis cette année lors de cette première session notamment du baccalauréat. Certains candidats, je vous le disais en titre, n'iront pas jusqu'au bout de cet examen, sauf pour avoir été pris avec des téléphones mobiles qui sont proscrits en salle cette année. Alioune Diagne et Amina Sow. 15 candidats au baccalauréat accusés de tricherie dans la région de Diourbel via leur téléphone portable. Au lycée Blaise Diagne de Dakar, c'est tout autre. Dans ce centre, aucun cas de fraude n'a été enregistré. Il n'y a eu cette année ni cas de triche ni cas de fraude. Contrairement à l'an dernier où une candidate a été prise en flagrant délit, n'est-ce pas, de triche avec son téléphone portable. Selon le chef du centre, ce résultat est le fruit des nouvelles dispositions prises par l'Office du bac. La mesure a été appliquée, mais elle suscite le débat chez les candidats. Cette année, donc, nous voulons mettre l'accent d'abord sur le dispositif de lutte contre les fraudes, notamment électroniques. L'utilisation de téléphones portables et similaires, iPod et autres. À partir de cette année, l'utilisation sera interdite non seulement dans la salle, mais dans le centre. Moi, je le trouve tout à fait normal parce qu'en tant que candidat, on doit te priver de tout ce qui puisse induire à des tricheries parce que
Bon, si jamais on te surprend, bon, on peut gâcher ta vie. Que cette mesure est un peu trop stricte. Il fallait simplement interdire de ne pas amener les portables à l'intérieur de la salle, mais pas à l'extérieur jusqu'à l'enceinte. Ça augmente le stress de l'élève aussi. Moi, je juge ça très normal, puisque ça fait partie des précautions à prendre pour le bon déroulement des épreuves. Au centre du lycée Blaise Diagne de Dakar, les responsables assurent que les examens se sont bien déroulés. Ce centre accueille près de 1500 candidats répartis en 4 jurys. Pour la surveillance, il a fallu 2 à 3 agents par salle de classe. Marché HLM, les coupures d'électricité qui bloquent les pédales des tailleurs, ce à quelques jours seulement de la fête de Korité. Ils craignent, ces tailleurs, ne pas pouvoir répondre à la demande de la clientèle à ce rythme. Et à Diallo Maguetnyang. Les tailleurs du marché HLM sont débordés à l'approche de la Korité. Avec les coupures intempestives d'électricité, la tâche devient plus difficile. Ils ont peur de ne pas pouvoir terminer leur travail à temps. On a des coupures du matin au soir, tous les jours. Ça, ce n'est pas normal. La plupart du temps, les clients apportent leur tissu à la dernière minute. Tu les prends quand même, mais les coupures de courant gâtent tout. On est obligé de faire des dépenses de plus en achetant de l'essence pour notre groupe, ce qui nous coûte très cher. 6 000 à 10 000 francs. En plus de ces coupures, les clients n'apportent pas tôt leur tissu pour les faire coudre. Je suis parfois obligée de coudre pour eux à cause de la crise. Mais les clients veulent qu'on leur rende service à la dernière minute. Ils viennent pratiquement à quelques jours de la Korité. Les tailleurs sont bien souvent obligés de faire des nuits blanches pour finir les coutures à temps. Je passe la journée et souvent même la nuit ici. Les clients nous font confiance pour qu'on finisse. On passe nos journées et souvent les nuits ici. Les clients nous ont fait confiance pour qu'on puisse terminer la couture à temps. Donc on est obligé de tout faire pour achever leur couture. C'est notre travail. À l'approche de la Korité, les ateliers de couture ne désemplissent pas. Le marché des tissus est très bien fréquenté et à moindre coût. Mais la couture reste la principale difficulté pour les clients. Cette note de solidarité en faveur des détenus de la maison d'arrêt et de correction de Liberté 6, une initiative du groupe Futur Média sur ces images en partenariat avec Aram Diapolé. Une journée ponctuée par des conférences animées par des islamologues de la télévision Futur Média. La direction du camp pénal a dit sa reconnaissance. Manfatou Ndoye est à côté de moi dans un instant pour la page des sports. Bien le bonsoir, madame. Bonsoir, Khalifa. Visite encouragement de Malick Gakou à l'équipe nationale de basket masculin. Les hommes de Chersar et Parfait Adjivon doivent prendre part au tournoi qualificatif de la zone 2 prévu à Praia, au Cap-Vert. À partir du 12 août, les Lions espèrent décrocher un ticket qualificatif à l'Afro-Basket 2013 en Côte d'Ivoire. Le ministre des Sports a exprimé sa volonté d'accompagner l'équipe masculine de basket et l'encadrement technique pour les échéances à venir, regrettant l'absence justement de l'équipe aux Jeux Olympiques de Londres. Malick Gakou espère la présence du basket sénégalais à Rio de Janeiro en 2016. Le stadium Marius Ndiaye ne répond plus aux normes, en des mots qui empêchent certainement le basket sénégalais de franchir un palier. Baba Tandian, le président de la Fédération sénégalaise de basket, a déploré l'état du terrain à l'occasion d'une conférence de presse tenue hier. Occasion pour lui également de tenir le bilan de la saison 2011-2012. Compte rendu Abdo Aziz Ndiaye, image Ibou Cissé. Baba Tandian sonne l'alerte. Le président de la Fédération de basket dénonce la mauvaise gestion de la salle de basket Marius Ndiaye, surtout qu'elle va abriter le prochain championnat d'Afrique de basket féminin chez les moins de 18 ans au mois de septembre. Le stade Marius Ndiaye ne présente pas toutes les garanties parce qu'on a des infiltrations de partout. Malheureusement, le jour où le service de sécurité et le chef du protocole du président sont arrivés au stade, ce jour-là, il pleuvait et ils ont trouvé les gens en train de nettoyer. Je crois que cela a été dissuasif pour remettre en cause justement l'arrivée du président. À l'occasion, cette fin de saison a été clôturée en beauté avec la Coupe du Sénégal. Une saison qui a été d'un bon cru dans l'ensemble, malgré des hauts et des bas. D'abord, il fallait relancer le basket. Je crois que nous avons réussi. Il fallait éradiquer la violence. Je crois que grâce aux supporters, grâce au président de club, je crois que nous avons réussi.
Il fallait donner un peu de crédibilité et de respect au basket. Je crois aussi que nous avons réussi. Vous avez vu le bon monde qu'il y avait lors de ces 2 finales qu'on a eues. Bon, je pense que nous avons quand même fait un grand pas. C'est vrai qu'il reste aussi beaucoup de choses à faire. C'est que le Sénégal, depuis longtemps, court derrière un trophée chez les garçons en Coupe d'Afrique. Et le Sénégal, depuis longtemps, ne joue pas dans la petite catégorie. Grâce à la fondation espagnole, nous allons mettre un championnat parce qu'ils nous ont doté d'un budget de près de 25 000 €. Donc, il nous permet de monter un championnat dont les entrées seront payées dans ce budget, le transport dans ce budget. Et je crois qu'avec tout ça, le basket doit marcher. D'autres chantiers attendent la bande à Baba Tandian. Se qualifier et remporter l'afro-basket masculin. En attendant, l'équipe nationale de basket s'envole pour Praia ce vendredi pour le tour qualificatif de la zone 2, 12 au 22 août. Et puis pour terminer, Khalifa, cette nouvelle qui concerne la vieille dame, l'ambassadeur Seydou Nourouba, nommé président de la Jeanne d'Arc de Dakar pour 6 mois. L'homme a dirigé les travaux de l'Assemblée générale tenue ces jours derniers en vue donc de permettre à la JA de retrouver des couleurs certainement bleu et blanc. Merci beaucoup, Mame Fatou Ndoye. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.